manchette. 8 entreprises régionales bénéficieront d'un incubateur à Alma. De nouvelles accusations de complot et de voies de fait armées pour Tommy Gagnon. Des skieurs de partout en Amérique du Nord réunis au Mont-Édouard. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du jeudi 6 février. La commission scolaire English Montréal vient de refuser le financement de 125 000 $ de la part du programme de contestation judiciaire du Canada, alors qu'hier on apprenait que ce financement provenait du gouvernement fédéral. Jade Brouillette, vous aviez parlé avec des députés de la région, qu'avaient-ils à dire sur ce financement? Oui, Pascal, il n'a malheureusement pas été possible de parler avec tous les députés de la région, mais ceux avec qui j'ai parlé étaient d'accord pour dire que cette situation était inacceptable de la part du gouvernement fédéral. D'ailleurs, le député conservateur dans Chicoutimi-Lafière, Richard Martel, disait dénonçait la malhonnêteté du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, par rapport au discours qu'il livrait lors des débats en français pendant sa campagne électorale. On l'écoute à ce sujet. En français, il faisait comme s'il ne touchait pas à la loi 21, puis l'autre bord, il dit qu'elle a contesté. C'est là qu'on a de la difficulté à le suivre, puis qu'on a de la difficulté avec l'honnêteté. J'ai aussi obtenu les commentaires du député bloquiste au Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe, quelques minutes avant le revirement de situation. Et lui me disait qu'il était surpris, mais surtout déçu que les fonds publics servent à financer la contestation d'une loi provinciale, la loi 21 au Québec. Il a aussi remis en doute l'implication du gouvernement fédéral, estimant que le gouvernement, d'ailleurs, se cachait derrière l'indépendance du programme de contestation judiciaire du Canada, tout en étant au courant de la situation. Et est-ce qu'un député de l'Assemblée nationale avait déjà réagi à cette affaire? Oui, en fait, j'ai parlé avec le député du Parti québécois dans Jonquière, Sylvain Gaudreault, et lui, au moment où je lui ai parlé plus tôt aujourd'hui, il espérait que le gouvernement de François Legault s'oppose à cette contestation. Il m'a aussi avoué que les droits du Québec étaient bafoués, selon lui, dans cette affaire, et il a ainsi ramené le débat de la souveraineté du Québec. On peut l'écouter. Il n'est pas lui-même convaincu qu'il faut protéger le droit du Québec d'adopter toutes ces lois, notamment en matière de laïcité. Pour moi, c'est une raison de plus qu'on n'a pas d'intérêt à rester dans le Canada. Est-ce que la commission scolaire conteste toujours la loi 21? Oui, Pascal, la commission scolaire English Montreal conteste toujours la loi 21 puisqu'elle juge qu'elle va à l'encontre de l'égalité des femmes et de la Charte des droits et libertés. 8 entreprises régionales feront partie de la première mouture de l'incubateur La Suite entrepreneuriale d'Alma. Le projet permettra de développer des entreprises en démarrage accompagnées d'une communauté d'experts. Une centaine d'invités, partenaires, entreprises et acteurs économiques de la région ont participé hier à l'inauguration. Un reportage de Charlotte Côté-Hamel. L'incubateur régional a été lancé dans de nouveaux locaux situés en plein cœur du centre-ville d'Alma sur la rue Sacré-Cœur. Il est le seul à vocation multisectorielle de la région, regroupant des entreprises provenant de divers domaines du secteur des ventes à celui de l'aérospatiale. On a vraiment toutes sortes d'entreprises et les entreprises apprécient aussi cette différence-là parce qu'ils sont en mesure de s'apporter des choses, d'avoir des visions différentes et de collaborer. Regroupés dans des bureaux partagés, les entrepreneurs bénéficieront de plusieurs services de formation, de coaching, d'aide juridique ou de marketing. Un accompagnement d'une durée de 12 à 36 mois. Plusieurs acteurs économiques ont pris la parole durant la soirée, notamment le maire d'Alma, Marc Asselin, et Richard Villeneuve, directeur général de la Caisse populaire des Jardins d'Alma. Emmanuel Bergeron, directeur du développement économique régional chez Rio Tinto, a d'ailleurs annoncé une aide financière de 50 000 $ à la suite entrepreneuriale. Les 8 entreprises incubées, dont Luxe, Phil, Vidéas Formateur, Splitéo et D'un sac à l'autre, commencent peu à peu à s'installer dans leur espace de travail. C'est un soulagement énorme, un poids de moins sur les épaules de savoir que j'allais être supporté, accompagné, que j'allais plus être seul à développer mon entreprise. Je la développe avec ma conjointe, mais là, d'avoir des professionnels du support, des gens pour nous aider vraiment dans les bonnes directions pour être sûr de faire quelque chose de solide et qui va durer dans le temps. Déjà, la suite entrepreneuriale souhaite continuer à incuber d'autres entreprises au courant des prochains mois. L'idée, c'est d'avoir vraiment des entreprises qui rentrent en continu. Donc, on a même un bureau de libre parce qu'il y a des entreprises qui ont décidé d'être incubées et de travailler dans l'espace ouvert. Donc, on a 5 bureaux fermés, 10 bureaux ouverts. Donc, il nous reste de la place et maintenant, on va faire une sélection par mois. À partir de la semaine prochaine, que les 7 entreprises incubées à la suite entrepreneuriale commenceront leur accompagnement. Charlotte Côté-Hamel, ATM Nouvelles, Alma. De nouvelles accusations, dont complot et voies de fait armées, ont été portées ce matin envers Tommy Gagnon. L'affaire est en lien avec une violente altercation survenue dans un appartement de Chicoutimi samedi dernier. Anne-Sophie Gagné, rappelez-nous les faits qui ont mené à l'arrestation.
Oui, Pascal. Donc, les événements seraient survenus vers 14h15 le samedi dans une résidence de la rue William-West à Chicoutimi. 3 suspects sont impliqués, dont Tommy Gagnon et Anne-Sophie Tremblay-Poitras, mais on en sait peu pour le 3e suspect. Une victime est connue au dossier. Tout a rapidement dégénéré, donc on écoute l'avocat de la défense, Maître Julien Bouliane. Possession d'une arme, il y a des chefs de complot, d'introduction par infraction, il y a commis un voie de fait armée également. Si je ne me trompe pas, 2 des 3 suspects se sont présentés pour la première fois devant le juge lundi. Oui, donc c'est exact. Anne-Sophie Tremblay-Poitras s'est présentée détenue devant le juge Paul Guimont, avant de retourner à la prison de Roberval lundi, tandis que Tommy Gagnon a comparu de son lit d'hôpital via voie téléphonique. Lundi, on l'accusait uniquement de ne pas avoir gardé la paix. Aujourd'hui, il a reçu de nouvelles accusations par l'avocate de la Couronne, Maître Marianne Girard. Les voici selon ce que nous a dit Maître Julien Bouliane. Monsieur Gagnon se serait rendu sur place avec 2 autres individus au départ pour voir un autre individu qui n'est finalement pas impliqué dans l'histoire. La chicane aurait pris et M. Gagnon, selon la poursuite, aurait sorti une arme à feu à ce moment-là. Par la suite, un résident de l'endroit aurait poignardé au bras M. Gagnon, supposément pour se défendre. Donc, pour la suite des choses, Tommy Gagnon est détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui aura lieu le 17 février prochain. Et pour les 2 autres suspects, où en sommes-nous? Oui, pour Anne-Sophie Tremblay-Poitras, selon la théorie de la poursuite, elle est accusée de complicité et de voie de fait armée. Toutefois, elle a été remise en liberté ce matin, là, sous condition, dont l'interdiction de voir ou d'entrer en contact avec Tommy Gagnon. Le 3e suspect, lui, a été libéré lundi sous promesse de comparaître prochainement. Donc, on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. Merci Anne-Sophie. Ça me fait plaisir, Pascal. L'ancienne députée néo-démocrate de Jonquière, Karine Trudel, ne renouvellera pas son contrat à titre de porte-parole pour le mouvement « Je crois en ma région ». Son engagement de 4 mois prenait terme en fin février. Elle mentionnait quand même vouloir agir à titre de bénévole pour le mouvement qui supporte les grands projets privés de la région. La campagne Igloo en mouvement effectuée par le service de police de Saguenay entre le 15 janvier et le 2 février a permis de faire 14 constats et 15 avertissements. Le but de l'opération était de sécuriser les conducteurs à cette situation pouvant être dangereuse. Le terme igloo fait référence aux véhicules couverts de neige qui circulent sur la route. Le service de police de Saguenay demande l'aide de la population pour retrouver un fuyard qui a blessé un octogénaire hier après-midi. L'incident est survenu entre 14h50 et 15h sur la rue Fafard à Chicoutimi. L'homme de 89 ans a été heurté par un véhicule lorsqu'il sortait d'un autobus de la STS. L'octogénaire souffre de plusieurs blessures au visage et aux jambes, mais on ne craint pas pour sa vie. Si vous détenez des informations en lien avec cette affaire, joignez les policiers. Objectif Scène met en place pour une 13e édition des bourses qui seront remises à des artistes régionaux. Ma collègue Myriam Tremblay a pu rencontrer le porte-parole des bourses Objectif Scène, la dolmissoise Sarah Dufour. Bonjour Sarah Dufour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est cette bourse? La bourse Objectif Scène, c'est une vitrine qui est ouverte à tous les gens de tous âges. Et ça sera 6 participants qui vont être sélectionnés et qui vont offrir une vitrine de 20 minutes chacune. Et on parle des arts de la scène. Donc, on n'est pas juste en chanson, on est en chanson, en danse, en musique, en théâtre, en cirque, en magie, tout ce qui se fait sur la scène. Donc, ça s'adresse, c'est très large. Et les participants ont du 6 février au 31 mars pour s'inscrire. Et à ce moment-là, il y aura une sélection qui va être faite. Et lors de la soirée qui sera le 3 juin prochain à la salle Pierrette-Godreau de Jonquière, tous les partenaires qui sont affiliés à la Bourse Objectif Scène seront présents et vont remettre des prix de leur coup de cœur qui vont des premières parties, qui sont même avec des cachets. Okay. Et on a des prix au-dessus de 12 000 $. Okay. Donc, c'est vraiment un beau tremplin. Le nombre exact, je ne pourrais pas te donner parce qu'il y a peut-être même des partenaires qui vont s'ajouter en cours de route, qui seront annoncés dans les semaines à venir. Mais c'est vraiment un beau tremplin pour quelqu'un qui a l'appel et qui ne sait pas trop et qui dit « je pense que je vais me lancer là-dedans ». Donc, c'est une occasion unique pour les artistes. Exactement. Et c'est vraiment offert aux artistes de la région. Donc, que tu viennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou que tu demeures ici ou que même si tu es parti, parce que moi, j'ai participé à la 13e, non, c'est pas vrai, la 13e édition, c'est cette année. J'ai participé en 2013 à la Bourse Objectif Scène et je n'habitais plus la région à ce moment-là. Et ça a été pour moi le premier moment où j'ai reçu une reconnaissance, où j'ai reçu 3 prix à ce moment-là. C'était quoi les prix? J'avais reçu le coup de cœur du public, qui est vraiment pas négligeable. Et
j'avais été sélectionnée pour être demi-finaliste au Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de reprendre le flambeau, en fait? C'est tout un honneur parce que ça va faire 8 ans que je suis dans mon parcours. J'ai fait l'École nationale de la chanson qui est à Granby. Et ça va faire 9 ans en juin prochain que je suis... 8 ans ou 9 ans? Bref, en 2012, je suis sortie de l'école. C'est ça, 8 ans. C'est ça? Allô? Oui? 8 ans? C'est ça? Oui. Et que je suis sortie de l'école. Et c'est la première fois que je suis porte-parole d'une vitrine comme celle-là. Et c'est vraiment un honneur parce que c'est dans mes débuts. Et si je peux apporter quoi que ce soit aux participants, parce que je vais être là aussi la journée du 3 juin, autant pendant les tests de son que pendant les vitrines. Et que si on peut partager, échanger, conseiller avec les participants. Donc, je comprends pour vous, c'est important de redonner aux autres artistes émergents de la région. Vraiment. Vraiment. Et en fait, qu'est-ce que cette bourse apporte aux artistes présentement là, dans la région? Qu'est-ce que ça peut donner à ces artistes-là? En fait, c'est que quand on débute, si on peut dire ça comme ça, ou qu'on a une espèce d'appel de dire est-ce que ça serait pour moi là, un métier dans les arts de la scène, je pense que on peut venir valider quelque chose, ça peut donner, je pense vraiment que c'est un tremplin qui peut nous donner un élan pour la suite. Peut-être que ça peut s'arrêter là, c'est de venir valider, est-ce qu'il y a une réception avec le public, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et dans le fond, vous pensez que les artistes en région ont besoin de plus de visibilité? Bien, je pense que les artistes tout court, on est à la recherche de visibilité et c'est super pertinent que la région offre ça parce que ça prend ça. Parce que souvent, si je remonte dans le temps, c'est une industrie. Pour moi, c'est l'industrie de la musique, mais c'est une industrie, puis ça s'apprend. Et c'est par ces entremetteurs-là qu'on apprend à découvrir ces industries-là. Et que pouvez-vous dire à des artistes qui hésiteraient à se lancer dans la bourse Objectif Scène? Si on recule dans les années, j'avais toujours eu une petite voix qui dit « Ah ouais, vas-y plus loin, puis j'ai tout le temps su cette voix-là. Et si tu ressens ce petit appel-là, je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il faut plonger, tête première, pour aller fouiller dans le fond de ça, voir qu'est-ce qu'il y a. Et là, vous m'avez dit qu'il y avait plusieurs arts de la scène qui pouvaient être c'est utilisés. Multidisciplinaire. Oui, exactement. Ouais. Comment les jurys vont déterminer lequel est le meilleur si c'est tous différents? Bien, il n'y a pas un grand gagnant. C'est que tous les partenaires qui sont associés à la bourse vont sélectionner selon selon qu'est-ce qu'ils partagent. Si, par exemple, c'est quelque chose qui a plus rapport à la danse, il va sûrement sélectionner quelque chose qui a rapport à la danse. Si c'est un diffuseur de spectacle qui donne à la chanson, il va sélectionner... Parfait. Merci beaucoup. Je m'entretenais avec Sarah Dufour, porte-parole de la bourse Objectif Scène. Vous pouvez vous inscrire à cette bourse jusqu'au 31 mars prochain. Ça fait maintenant 2 jours que Saguenay a lancé une consultation publique sur l'avenir des 40 églises de son territoire. Le diocèse de Chicoutimi approuve cette initiative et espère préserver le plus d'églises possible. Le questionnaire a été mis en ligne sur le site de la ville et les citoyens ont jusqu'au 31 mars pour le remplir. Les réseaux sociaux seraient une des causes d'anorexie, de boulimie et d'hyperphagie chez les jeunes. Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires qui se tient du 1er au 7 février, le comité Enfin a mis en place une conférence. Elle portera sur l'image corporelle et la détresse psychologique chez les jeunes de 8 à 18 ans qui aura lieu ce soir au chantier du Père Alex à Chicoutimi-Nord. L'étudiante de l'Université du Québec à Chicoutimi, Myriam Cynthia Bouchard, installée à Wuhan, devrait prendre son envol de retour pour le Canada ce soir. Elle était bloquée dans la ville où l'épidémie de coronavirus s'est déclarée. Les évacués devront rester en quarantaine pendant 2 semaines à la base des forces canadiennes de Trenton, en Ontario. L'une des 10 caravanes du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, devrait passer devant le bureau de la ministre André Laforêt demain dans le but de réclamer la construction de logements sociaux. Si le temps le permet, les 10 caravanes du FRAPRU devraient se rejoindre à Québec demain, le 7 février, pour manifester. Marianne Gay, pourquoi est-il si important de réaliser des logements sociaux au Québec? En fait, Pascal, c'est parce que présentement, on est dans une grave pénurie de logements et ça a commencé il y a 2 ans au Québec. Les loyers sont de plus en plus chers et sont même plus chers que le prix de l'inflation, ce qui fait en sorte que les locataires profitent de la situation et de la rareté des logements pour augmenter le prix et ainsi les locations se font de plus en plus difficilement. Donc, il y a un manque de logements d'une part et des personnes qui sont sans logis de l'autre côté. On demande donc une grande somme d'argent au gouvernement du Québec pour ainsi construire de plus en plus de logements
pour éviter cette pénurie de logements-là. On peut d'ailleurs écouter la coordonnatrice du FRAPRU, Marie-Josée Corriveau, qui nous explique que ça va être de plus en plus difficile là, dans les prochaines années. Et tous les indicateurs à l'heure actuelle sont au rouge, c'est-à-dire que la SCHL nous prédit que cette rareté de logements-là risque de durer encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Combien de logements supplémentaires demande le FRAPRU? En fait, l'an dernier, le gouvernement du Québec a été en mesure de construire de 835 à 3 000 nouveaux logements, ce qui est très en deçà là, du but et de l'objectif de 15 000 nouveaux logements qui a été instauré par le gouvernement du Québec. On peut écouter à nouveau Mme Corriveau à ce sujet. Donc, il y a à l'heure actuelle 15 000 logements sociaux qui sont promis, qui sont toujours pas sortis de terre, ou un petit nombre seulement est sorti de terre. Même le 15 000 nouveaux logements, l'objectif n'est pas suffisant selon Mme Corriveau. Elle estime que pour contrer cette pénurie de logements, on aurait besoin de 50 000 nouveaux logements dans les 5 prochaines années. Donc, c'est l'objectif qui est imposé en ce moment. Comment la ministre André Laforêt réagit-elle aux revendications? Le cabinet de Mme Laforêt nous a envoyé le message suivant par courriel. Nous avons d'ailleurs rencontré les membres du FRAPRU le 16 janvier dernier pour discuter avec eux de leurs préoccupations et des défis que nous devons relever en habitation. Il faut effectivement augmenter le nombre de logements sociaux et abordables au Québec. Ceci dit, il nous apparaissait important de revoir en profondeur les programmes en place. Donc, c'est important pour Mme Laforêt. Seulement, ça va être difficile là, au cours des prochaines années. Merci, Marianne. Ça m'a fait plaisir. Sur la scène sportive, les Saguenayens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 7-5 hier face aux Cataractes à Shawinigan. Dans la défaite, Félix Bibeau a marqué 2 buts et le capitaine Raphaël Harvey-Pinard a amassé 2 passes. Les Saguenayens recevront la visite du Drakkar de Bécomo vendredi à 19h30. Des joueurs des Alouettes de Montréal sont en visite dans quelques écoles primaires de la région aujourd'hui et demain dans le cadre de leur tournée Ultimate Football Tour. L'objectif est d'initier les jeunes du primaire à ce sport et de faire connaître les Alouettes partout au Québec. Samuel Bouchard-Baudouin s'est entretenu avec un des joueurs pour l'occasion. Jean-Gabriel Poulain, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Premièrement, pourquoi c'est important pour vous de transmettre cette passion du football aux jeunes? Bien, ultimement, en grandissant, nous, on a découvert que le football peut apporter plein de bonnes valeurs, autant au terme de discipline, d'éthique de travail d'équipe. Donc, je pense que d'aller initier les jeunes à ça, c'est une chance de faire découvrir notre sport et d'aider la prochaine génération, justement, à peut-être jouer plus au football un peu. Puis, qu'est-ce que vous aimez de cette tournée-là avec les jeunes? C'est malade, honnêtement. Moi, je trouve que ça donne un peu un sens à ce qu'on fait. Des fois, tu joues au football, c'est une chose, mais quand tu es capable d'aller voir les jeunes, d'essayer de les influencer un petit peu, puis de jouer avec eux, c'est ça donne un peu un sens à ce qu'on fait. Puis là, aujourd'hui, vous faites du Ultimate Football. C'est quoi la différence entre le Ultimate Football et le football traditionnel? Dans le fond, c'est qu'on enlève tout ce qui est contact, on essaie de garder ça super sécuritaire, puis on leur enseigne les trois principes fondamentaux du football, qui est courir, attraper puis lancer le ballon. Donc, on essaie de garder ça sécuritaire vu qu'on n'a pas d'équipement avec les jeunes. C'est vraiment juste de courir, de se démarquer et d'attraper le ballon. Donc, c'est ça l'objectif. Puis en quoi l'Ultimate Football, c'est une belle façon d'initier les jeunes au football? C'est simple. Fait que veux pas, eux autres, ils n'ont pas besoin de penser à stratégie ou whatever. Ils font juste courir et attraper des ballons. Puis notre but, c'est qu'ils aiment ça le plus possible pour qu'ils aiment le football puis qu'ils aient envie de s'inscrire au secondaire puis qu'ils l'essayent puis qu'ils aient du plaisir. Si on se dirige plus vers vous, votre passion de football, c'est parti de où? Moi, mon père a coaché longtemps en Beauce, donc j'ai grandi dans une famille de football un petit peu, mais à un jeune âge, je jouais à tous les sports. Je faisais du hockey, du basketball, du snowboard, de la natation. Nomme-là, je le faisais. Puis quand j'ai essayé le football au secondaire, j'ai réalisé que c'était le sport pour moi, puis que c'est vraiment ça que j'aimais, puis c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans à temps plein. Et là, dernièrement, on parle beaucoup de commotion cérébrale. Le football est associé à ça. Est-ce que vous avez peur que le problème des commotions cérébrales fasse peur aux jeunes qui voudraient jouer au football? C'est un peu un problème qu'on vit à tous les jours. Il y a des parents qui sont inquiets, puis je comprends le processus. Il y avait un problème qu'il fallait qu'il soit adressé, mais la belle chose, c'est que la communauté du football au Québec, partout en Amérique, a décidé de l'adresser. Puis les techniques qu'on enseigne sont différentes, sont plus sécuritaires, puis on essaie vraiment d'inculquer aux jeunes que le but, c'est pas de faire mal à l'autre, c'est pas de le blesser avec ta tête, c'est vraiment juste de l'amener au sol pour que le jeu y arrête. Donc, la philosophie et les techniques sont en train de changer justement pour garder notre sport en santé et plus sécuritaire. Et là, l'équipe de Montréal, il y a 2 ans, ça a été un peu plus compliqué. Cet été, il y a un regain avec Vernon Adams, un nouvel entraîneur aussi. Est-ce que vous sentez que l'engouement pour les Alouettes est revenu des années Calvillo? C'était fou. Et là, est-ce que vous sentez que ça revient?
Bien, on espère. Nous, on sait qu'ultimement, le plus qu'on gagne de matchs, bien, le plus que le monde va avoir envie de venir nous voir. Fait que ça commence avec notre préparation, avec nos performances, puis on espère qu'on peut rendre la province au complet fière de nous. Et là aussi, dernièrement, nouveau propriétaire, nouveau DG, Danny Machocha. Est-ce que la stabilité qui s'amène avec les Alouettes, est-ce que ça va vous permettre de mieux performer sur le terrain? Bien, tu sais, veux pas, nous, ce qui se passe sur le terrain puis ce qui se passe dans les bureaux en haut, ça nous affecte pas vraiment. Il faut qu'on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis ça, c'est notre préparation puis la façon qu'on joue nos matchs. Mais c'est sûr que quand une organisation est stable puis que tout le monde se parle bien puis qu'il y a une bonne communication, bien, ça fonctionne mieux. Donc, on est excités pour la saison, justement, d'avoir une bonne base puis d'être capable de jouer avec ça. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances pour la prochaine saison. Merci, c'est très gentil. Je vais entretenir avec Jean-Gabriel Poulain, joueur des Alouettes de Montréal. Du 3 au 7 février a lieu la Coupe Noram masculine 2020 au Mont-Édouard à Lens-Saint-Jean. Il s'agit d'une course de circuit international en ski alpin organisée chaque année par la Fédération internationale de ski. Des athlètes venant de partout en Amérique du Nord et de l'international ont dû s'affronter dans plusieurs disciplines, telles le slalom géant et le slalom en parallèle. Un reportage de Charlotte Côté. Le Mont-Édouard à Lens-Saint-Jean est actuellement le seul lieu pouvant accueillir un événement d'un tel calibre, en raison de sa piste de ski homologuée Super G par la Fédération internationale de ski. Pour la compétition, la piste a été injectée avec de l'eau pour devenir une véritable patinoire et un vrai défi pour les athlètes. Ouais, c'est vraiment difficile. Comme j'ai dit, c'est une épreuve quasiment Coupe du monde en termes de difficulté, mais c'est ce qu'on veut voir. Ça fait ressortir les vrais bons et puis on peut voir également c'est quoi qu'on a à travailler pour les moins bons qui veulent s'améliorer. Cette Coupe Noram est également une occasion de faire rayonner la qualité des pistes du Québec à l'extérieur de la province. C'est de loin la meilleure Noram qu'on a eue, Coupe Noram qu'on a eue cette année ou même dans les dernières années en termes de surface, puis qualité de neige, puis qualité de piste. Donc c'est super. Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça que les autres pays, un peu comme les Américains, puis le reste du Canada voient qu'on fait encore ça super bien au Québec en termes de compétition de ski, puis d'être capable d'avoir des courses comme ça. Là, ouais. La Coupe Noram se situe en importance juste en dessous de la Coupe du monde. Et la piste du Mont-Édouard serait homologuée pour recevoir un tel événement. Mais Lens-Saint-Jean n'est pas tout à fait prête. Sauf que c'est au niveau organisationnel en ce moment qu'on n'est pas prêt. T'sais, une Coupe du monde, ça peut, il va y avoir quoi, combien d'athlètes? 3000, plus les personnes qui vont venir voir. C'est-tu un 7000, un 20 000 personnes qui vont venir sur place? Là, en ce moment, Lens-Saint-Jean n'est pas adapté pour recevoir autant de personnes en même temps, même au niveau de l'hébergement. Là. Donc, c'est plus au niveau organisationnel qu'on n'est pas encore prêt, mais c'est sûr que c'est un but, un jour. En plus des pistes de haut calibre qu'offre le Mont-Édouard, les athlètes sont charmés par la communauté de Lens-Saint-Jean. Moi, je trouve ça vraiment incroyable de voir comment la municipalité se tient ensemble puis comment les gens travaillent ensemble pour être capables de créer un événement comme ça. Parce que souvent, dans le reste du Québec, avec des montagnes un peu plus grosses puis un peu plus commerciales, on voit moins ça. Puis c'est ça, j'ai l'impression que c'est super familier d'être ici. Là. C'est vraiment fun. L'organisation de la Coupe Noram n'est cependant pas lucrative pour le Mont-Édouard. C'est par après, en gagnant de la notoriété, que les revenus commencent à rentrer. Une compétition en tant que telle, une compétition de cette envergure-là, on fait pas d'argent avec ça. Ça coûte... là, j'ai pas le budget en avant de moi, là, mais ça doit coûter environ 150 000 là, en ce moment d'avoir une compétition comme ça. C'est pas avec ça qu'on fait de l'argent, c'est après. Suite au championnat canadien de l'an passé, les camps d'entraînement, ils étaient full. Il était booké suite à ça. Là. Donc, c'est vraiment la renommée qu'on reçoit après. Les organisateurs ne savent pas encore s'ils accueilleront la Coupe Noram l'année prochaine. Mais une chose est sûre, ce n'était pas la dernière fois. La Coupe Noram se poursuit jusqu'à demain, vendredi, le 7 février, avec l'épreuve de slalom en parallèle. C'était Charlotte Côté, ATM Nouvelles, Mont-Édouard. Alors, Olivier Savard, à la météo, la neige s'en vient au cours des prochaines heures? Alors oui, Pascal, cette nuit au Saguenay, il va faire un petit peu froid, il va faire moins 11 donc, avec des vents de 20 km/h et une accumulation de neige de 5 cm. Pareil au lac, mais il va faire moins 13. Demain au Saguenay, on va avoir un froid, un bon gros moins 9 qui va se transformer en moins 19 l'avant-midi et en moins 14 l'après-midi. Ça, c'est dû au refroidissement éolien causé par les vents encore là de 20 km/h. Demain au lac, encore là, ça va être la même chose, des vents de 20 km/h, mais avec des rafales de 40. Ça combiné avec de la neige,
ça va faire de la poudreuse, donc des bonnes nouvelles pour les skieurs et pour les surfeurs des neiges, mais de moins bonnes nouvelles pour les automobilistes. Côté froid, on va avoir du moins 11 qui va se transformer en moins 22 avec le refroidissement éolien. Pour la fin de semaine, ça va être quand même assez nuageux au Saguenay, mais au lac, samedi et dimanche, il va faire beau. Merci Olivier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Au revoir.